Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures du pilon tibial. Le topo a été réalisé par le Dr Huguet, sous la direction du Dr Xavier Buzon. L'incidence des fractures du pilon tibial est d'approximativement 5 à 10% de toutes les fractures de tibia. On les retrouve le plus fréquemment chez les hommes, entre 50 et 60%, que chez les femmes. En lien avec les métiers les plus exposés, on retrouve les métiers du bâtiment, de l'industrie et du transport. 10% de ces fractures sont des fractures ouvertes et représentent donc des urgences thérapeutiques et diagnostiques. Les fractures du pilon tibial sont des fractures à haute énergie. La présentation est donc différente si on les compare aux fractures de cheville qui sont le plus souvent des fractures à basse énergie. En conséquence, elles sont rarement isolées. En effet, dans presque un cas sur deux, il existe d'autres lésions ostéo-articulaires, d'où l'importance de la prise en charge diagnostique. Le premier à avoir introduit la notion de pilon tibial est Destau, célèbre chirurgien anatomiste et pionnier de la radiologie osseuse en 1911. Par définition, la fracture du pilon tibial est une fracture à haute énergie intra-articulaire du tibia distal. On dénomme pilon la zone comprise dans un carré dont le côté égale avec la surface articulaire tibiale distale sur une radiographie de face. Cette image résume bien ce qu'est une fracture du pilon tibial avec ce carré épiphysaire. Le tibia distal est constitué de la métaphyse et de l'épiphyse tibiale distale. On décrit 5 faces et 3 colonnes. La face médiale, premièrement, ou colonne médiale, est la continuité de la diaphyse tibiale. Elle se termine par une volumineuse apophyse, la malléole interne. La face latérale, ou colonne latérale, se termine par les tubercules latéraux, avec entre autres le tubercule antérieur de Tillot-Chapout. Enfin, la face postérieure, ou colonne postérieure, convexe, se termine par la mâche postérieure, ou troisième malléole, aussi appelée tubercule postérieur de Volkmann. L'anatomie de la fracture dépend de la position du pied lors de l'accident. On décrit donc 3 principaux mécanismes lésionnels qui sont souvent associés. Le premier est une compression du membre inférieur. Le talus plus résistant vient pilonner le plafond tibial qui cède. Le deuxième correspond à une flexion plantaire avec compression postérieure au niveau du tibia distal et donc une marge postérieure. Le troisième correspond à un excès de flexion dorsale du pied, ce qui entraîne une marge antérieure au niveau du tibia distal. L'examen clinique au niveau des fractures du pilon tibial est essentiel. Il comporte 4 temps. En regard de la partie distale du tibia, on retrouve une douleur, un œdème, une déformation et une mobilité anormale. L'impotence fonctionnelle est naturellement complète. L'examen clinique doit rechercher systématiquement l'atteinte des tissus mous et la classifier. Cet examen est capital dans l'approche thérapeutique des fractures du pilon tibial. On peut classiquement utiliser la classification de Chern pour les fractures fermées et celle de Gustilo pour les fractures ouvertes. Cette classification initiale doit régulièrement être mise à jour pour décider du moment idéal pour réaliser une ostéosynthèse définitive. Les lésions nerveuses sont aussi un axe important de l'examen clinique. Une atteinte du nerf fibulaire profond est souvent associée. L'intégrité des axes vasculaires doit être vérifiée pour permettre une prise en charge de la fracture. Enfin, une recherche du syndrome des loges, qui nécessite éventuellement une intervention chirurgicale en urgence, est systématique. L'examen clinique devra être répété dans le temps pendant l'évaluation globale, souvent très longue, d'un patient polytraumatisé. L'examen clinique doit ensuite être complété par une radiographie de face et de profil. Enfin, le scanner permet une analyse fine de l'atteinte articulaire et une compréhension approfondie de la fracture. Enfin, une reconstruction 3D est un outil maintenant facile d'accès pour la compréhension de ces fractures et paraît indispensable devant un scanner. Plusieurs systèmes de classification ont été élaborés depuis les années 60. Ces classifications ont de nombreux points en commun. Elles différencient les fractures extra-articulaires impliquant la métaphyse tibiale distale de celles qui touchent la surface articulaire tibiale de façon partielle. La première date de 1968, elle a été proposée par Rudy Algover et a été probablement la classification la plus répandue sur le plan international. Elle permet une analyse des fractures selon le déplacement et le degré de comminution. Elle répartit ces fractures en 3 types. Le type 1 représente les fractures sans déplacement de la surface articulaire. Le type 2 inclut les fractures avec un déplacement mais sans comminution osseuse. Enfin, le type 3 représente le groupe le plus complexe avec une forte comminution osseuse associée à un déplacement des fragments. Ce type est souvent associé à des mécanismes à haute énergie. Bien que toujours utilisée, cette classification a fait progressivement place à celle de Lao, qui est devenue le système de référence dans la littérature anglo-saxonne. En effet, à la fin des années 60, Weber propose cette classification qui divise les fractures du tibia distal en 3 types. Premièrement, les fractures 43A extra-articulaires avec les types 1 simples, les types 2 en aile de papillon et les types 3 multifragmentaires.
Les fractures de type 43B sont des fractures articulaires partielles. On retrouve les types 1 séparation, les types 2 séparation plus dépression et les types 3 dépression pure. Enfin, les fractures 43C sont les fractures articulaires totales. On retrouve les types 1 simples, les types 2 simples articulaires et multifragmentaires métaphysaires et les types 3 multifragmentaires. Voici un résumé de la classification de l'AO. Il existe donc 24 sous-groupes pour cette classification, ce qui la rend difficile à appliquer dans la pratique de tous les jours. Les objectifs du traitement des fractures du pilon tibial sont multiples. Premièrement, respecter les principes d'une fracture articulaire avec une réduction anatomique, une fixation stable et une mobilisation active rapide. Et enfin, éviter les complications immédiates, surtout liées à l'atteinte des tissus mous et à l'infection, et les complications tardives, le cal vicieux, la pseudarthrose ou encore l'arthrose de cheville. Le traitement conservateur par immobilisation plâtrée a des indications très restreintes. On retrouve les fractures sans aucun déplacement, les patients non marchants, la contre-indication au traitement chirurgical. Au total, le traitement conservateur n'est indiqué que dans un nombre très limité de cas. Il consiste en une immobilisation dans une botte plâtrée pendant 6 à 12 semaines. Dans la grande majorité des cas, le traitement opératoire est indiqué. Le timing est extrêmement important et un traitement en 2 étapes est recommandé dans la grande majorité des cas. Dans un premier temps, nous réalisons un alignement global de la fracture avec fixation externe par un fixateur jusqu'à la guérison de l'enveloppe des tissus mous. Cette immobilisation peut également être réalisée par traction transcalcanéenne ou encore par une attelle plâtrée postérieure. Dans un second temps, on réalise l'ablation du fixateur externe, la réduction et la stabilisation interne définitive à réaliser entre le 3e et le 21e jour après le traumatisme. Il est important de monitorer l'atteinte des parties molles qui guide le moment idéal pour l'ostéosynthèse définitive. Ce protocole a permis une réduction importante des complications post-opératoires. Il existe 4 types d'ostéosynthèse définitive pour ces fractures. Premièrement, l'ORIF, avec synthèse des différentes colonnes impliquées selon la classification de l'AO, avec l'utilisation de plaques anatomiques. On retrouve ensuite l'enclouage centromédulaire qui a des indications bien précises dont on va reparler. On peut également décider d'une fixation externe définitive. Enfin, il existe des indications très restreintes à une arthrodèse précoce. Maintenant, nous allons décrire les différentes possibilités d'ostéosynthèse. Premièrement, la plaque anatomique. Souvent, l'ostéosynthèse de la fibula, si une fracture est associée, est réalisée en premier pour permettre de redonner la longueur et de stabiliser un peu la cheville. Ensuite, l'un des grands principes de la prise en charge de ces fractures est de ne pas léser les tissus mous. Il faut donc éviter l'utilisation de bistouri électriques et de pincer la peau. La surveillance post-opératoire de la cicatrice est capitale devant le nombre important de désunions cicatricielles. Les fractures 43A sont accessibles à une ostéosynthèse par plaque anatomique mini-invasive après réduction. Dans cet exemple, une voie d'abord médiale est utilisée pour la synthèse mini-invasive d'une fracture 43A. Les fractures 43B partiellement articulaires doivent premièrement mener à une analyse scanographique de l'atteinte tibiale pour bien décrire l'atteinte des différentes colonnes. Les atteintes de la colonne latérale peuvent être synthésées par une plaque antérolatérale. Les atteintes de la colonne postérolatérale peuvent être synthésées par une plaque antérolatérale. Enfin, les atteintes de la colonne médiale peuvent être synthésées à l'aide de plaques médiales. Les fractures 43C surviennent pratiquement toujours dans un contexte de haute énergie et sont réputées comme un défi de la traumatologie orthopédique. Les fractures simultanées des colonnes médiales et latérales impliquent la visualisation simultanée des 2 colonnes pour leur réduction. Elles nécessitent souvent l'utilisation de 2 plaques anatomiques pour maintenir une réduction parfaite. Dans cet exemple, il existe une fracture 43C du pilon tibial. Il est décidé, après analyse radiologique et scanographique de l'atteinte des 3 colonnes, de l'utilisation de plusieurs plaques anatomiques pour l'ostéosynthèse des différentes colonnes, après ostéosynthèse première de la fibula. La mise en place de matériel d'ostéosynthèse passe par 2 voies d'abord qui permettent l'accès à la totalité des colonnes tibiales. La voie antérolatérale est idéale pour la synthèse de la fibula, de l'épiphyse tibiale externe et de l'épiphyse tibiale antérieure. De plus, elle permet une bonne couverture cutanée du matériel. La voie médiale permet un accès privilégié à la malléole médiale et l'épiphyse tibiale médiale et postérieure. Elle possède l'inconvénient d'être plus difficile à fermer et expose aux désunions cicatricielles. À noter une 3e voie antérieure externe extensive permettant l'accès simultané aux colonnes médiales et latérales. De plus, des techniques mini-invasives percutanées sont décrites. Ces fractures sont également accessibles à un enclouage centromédulaire. Sa principale limite est la difficulté de la réduction et est donc souvent limitée aux fractures proximales et extra-articulaires 43A. On voit donc ici une fracture 43A. Il est réalisé un geste de réduction par manœuvre externe.
Enfin, il existe une ostéosynthèse par enclouage centromédulaire avec verrouillage distal associée à une ostéosynthèse par plaque de la fibula. Enfin, une large place a été laissée à la fixation externe définitive pour les fractures du tibia distal dans les années 80 et 90, en réponse aux complications iatrogènes observées dans l'ostéosynthèse à ciel ouvert. Malgré des techniques adjuvantes de réduction indirecte, la fixation externe ne permet pas une réduction parfaite du tibia distal. Le traitement définitif par fixateur externe offre une sécurité évidente pour les tissus mous. En réalité, seule l'ostéosynthèse à foyer ouvert peut être garante d'une réduction anatomique. Elle doit donc aujourd'hui faire considérer l'ostéosynthèse par plaque anatomique dans la majorité des cas. L'arthrodèse précoce, aussi appelée arthrodèse d'emblée, est une option chirurgicale sur laquelle il n'existe que peu de littérature. Cette option peut être privilégiée dans certaines circonstances bien précises et exceptionnelles. L'arthrodèse précoce doit être évoquée dans 3 situations: la perte de substance osseuse par traumatisme ouvert, l'infection précoce du tibia distal avec arthrite septique tibio-talienne par contiguïté, ou alors une fracture comminutive et articulaire avec lésion associée du dôme talien. Enfin, il est important de comprendre que ces fractures sont associées à de nombreuses complications à plus ou moins long terme. On retrouve principalement les complications de cicatrisation avec désunion et exposition du matériel, les déplacements secondaires, les pseudarthroses, la raideur, l'algodystrophie ou encore l'arthrose tibio-talienne retrouvée dans près de 70% des patients à 10 ans. Pour conclure, il est important de retenir 3 choses. Premièrement, l'importance capitale de l'atteinte des parties molles et sa surveillance, qui conditionne la prise en charge et le pronostic fonctionnel. Deuxièmement, il est important de connaître les 2 classifications qui nous permettent l'analyse lésionnelle de ces fractures. Elles guident la prise en charge thérapeutique et sont un indice pronostique. Troisièmement, il est important de connaître les 3 principaux types d'ostéosynthèse: la plaque anatomique, le clou centromédulaire et la fixation externe définitive. Et pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture de 3 articles, et notamment les revues de la littérature publiées par Kottmeyer et Toddarson dans le Journal de l'Académie américaine d'orthopédie, qui reviennent sur les principes à la fois diagnostiques et thérapeutiques des fractures du pilon tibial, mais également sur les principes de prévention des complications à court et moyen terme liées au traitement de ces fractures. Et l'article de Brumbach qui revient sur l'évolution des concepts thérapeutiques pour les fractures du pilon tibial. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne YouTube OrthoLivestream. Merci et à bientôt.